Si nous supposons maintenant que les obstacles extérieurs ne sont pas présents, les obstacles extérieurs à la pensée critique, c'est l'existence d'une religion imposée, l'existence d'une tyrannie, ou pire, le totalitarisme. Supposons au contraire que l'individu ne soit plus confronté à ces pouvoirs autoritaires et ait la possibilité d'exercer sa pensée critique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il l'exercera d'une façon spontanée, c'est-à-dire qu'il sera heureux d'être libéré de ses autorités et que ce sera comme quand on ouvre la porte d'une prison. Ah, on peut respirer l'air frais, l'herbe est plus verte évidemment en dehors de la prison qu'à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Si c'était si simple, il suffirait de lutter contre les obstacles extérieurs, contre la tyrannie, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'y avais déjà fait allusion en disant que l'exercice de la pensée critique est une sorte d'ascèse ou de discipline. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Alors, quel est l'adversaire intérieur maintenant? C'est-à-dire, l'ennemi cette fois-ci, ce n'est plus l'autorité extérieure, mais c'est en nous-mêmes que nous devons lutter. Nous avons en nous-mêmes des tendances à ne pas exercer la pensée critique ou à la refuser. Nous ne nous l'avouons pas souvent, mais nous avons souvent cette tendance-là. Alors, la notion qui apparaît comme étant centrale de ce point de vue-là, c'est la notion de conformisme. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est conformiste? C'est quelqu'un qui suit le courant, qui suit la majorité. Le philosophe Nietzsche parlait de comportement grégaire. Grégaire, c'est le troupeau, si vous voulez. C'est celui qui, même si il pense quelque chose qui peut être différent de ce que pense le commun des mortels autour de lui, ne le dira pas ou même oubliera qu'il le pense parce qu'il veut tellement se conformer à la vie des gens. C'est quelque chose de très très important, cette idée de conformisme, parce qu'elle peut, vous allez le voir, mener à une redoutable soumission des individus à l'autorité. Tant qu'il y avait la tyrannie, le totalitarisme, l'inquisition, il y avait une violence. On pouvait imaginer que l'individu irait dans le sens qui est le sens imposé, tout simplement parce qu'il avait peur pour sa peau. C'était dangereux, c'était très dangereux. Supposez qu'il n'y ait plus ces dangers-là. On pourra se demander pourquoi les individus suivent et n'osent pas affirmer leur position qui est peut-être différente de celle des autres, alors que cette fois-ci, ils ne risquent rien. Parce qu'il y a effectivement une tendance fondamentale au conformisme. Il faut savoir que la tendance au conformisme a plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous êtes conformiste, si vous suivez, c'est plus confortable. C'est confortable parce que vous ne devez pas vous-même faire les choix. Les choix, ils sont faits par ceux qui vivent autour de vous. Vous ne vous faites pas remarquer, vous ne faites pas de vagues, vous suivez, ça alimente la paresse intellectuelle. Deuxièmement, vous ne risquez pas de déplaire. C'est très important. Donc même dans une société libre dans laquelle vous n'avez pas un tyran qui vous impose des voies, il y a des choses que vous voudriez faire, vous voudriez bien plaire à quelqu'un, vous voudriez bien obtenir un travail, et vous vous dites « je ne veux pas déplaire à quelqu'un dont je pourrais un jour dépendre ». Et si vous raisonnez comme ça et que vous poussez l'argument au bout, vous êtes totalement conformiste et vous ne dites rien qui puisse gêner quelqu'un ou qui puisse s'opposer à l'opinion que quelqu'un a, même si au fond de vous-même, vous pensez peut-être qu'il faudrait aller dans l'autre sens. Alors, souvent, le conformisme n'est pas simplement alimenté par cette volonté de se maintenir dans la paresse intellectuelle ou de ne pas faire de vagues et de ne pas déplaire à ceux dont on pourrait dépendre. Le conformisme, ce n'est pas toujours quelqu'un qui sait qu'il pense différemment, mais qui ne le dit pas et qui suit le troupeau, mais qui n'en pense pas moins. Parfois, au fond de lui-même, il ne le sait même pas. Et pourquoi? Mais parce que, souvent, nous avons des préjugés. Et la notion de préjugé est une notion tout à fait fondamentale dans l'exercice de la pensée critique. Et le préjugé, c'est vraiment l'adversaire intérieur. Parce que le préjugé, ce n'est pas le préjugé extérieur, c'est vous-même qui entretenez des préjugés.
Et ces préjugés, souvent, ils vous ont été instillés depuis l'enfance. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui est différent, un noir, un juif, un arabe, vous n'avez pas besoin de discuter avec lui ou avec elle pour savoir à qui vous avez affaire, comme pour n'importe quel individu, mais vous savez déjà d'avance, vous avez déjà un jugement qui a été fait au préalable, qui a peut-être été fait par les autres d'ailleurs, parce que plus vous êtes jeune et plus ça entre facilement. Et quelque part, quand vous avez ces préjugés qui sont les préjugés du milieu, vous devenez spontanément conformiste. Et donc, il y a une lutte à l'intérieur de soi-même qui est très très importante, parce qu'il ne faut pas croire qu'on peut se débarrasser comme ça de ces préjugés et dire, voilà, je vais exercer ma pensée critique, parce que l'adversaire intérieur est sans doute un adversaire plus difficilement éliminable que l'adversaire extérieur. Je ne dis pas que l'adversaire intérieur, c'est facile à éliminer du point de vue matériel, c'est très dangereux, mais au moins c'est clair. On sait qu'on n'aime pas la tyrannie. Par contre, les préjugés que l'on a en soi-même, on ne les voit pas. Ces préjugés qui nous mènent à une sorte de conformisme, on ne le sait pas, on ne le voit pas, et donc il y a la nécessité de faire un travail sur soi-même. Dernière chose, pensée critique, conformisme, préjugé, la notion d'idéologie. Et la notion d'idéologie, c'est au fond un préjugé systématisé. Donc la plupart des gens ont des préjugés sur des tas de choses. L'idéologie, ce sont des préjugés systématisés, c'est-à-dire qui ont souvent été imposés, instillés par des pouvoirs très autoritaires. Les pouvoirs totalitaires ont un pouvoir total sur la société, donc sur l'éducation, donc sur la formation des enfants. Et depuis leur enfance, on leur a dit que tels étaient les mauvais, que tels étaient les bons, que le monde était comme ça et n'était pas autrement. Et dans cette mesure-là, l'idéologie, c'est une sorte de systématisation du préjugé qui déforme encore plus les consciences. Et quand les gens ont été déformés par l'idéologie pendant des années, parfois pendant des générations, il est souvent extrêmement difficile pour eux d'exercer leur pensée critique, parce que c'est quelque chose qui est devenu comme une seconde nature, et la lutte contre ces préjugés intérieurs, surtout les préjugés systématisés qui sont ceux de l'idéologie, est une lutte extrêmement difficile.